Et surtout là, c'est le portrait d'un avocat qui en peut plus d'endosser son rôle d'avocat, à savoir épouser la cause d'autres, comme un acteur qui endosse la cause, qui endosse les rôles sur ses épaules. Et presque il dit voilà, c'est trop pour moi, j'ai envie de revenir vers qui je suis. Donc c'est le portrait d'un homme qui devient libre. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Bienvenue au club. Les portes du club s'ouvrent à nouveau devant vous aujourd'hui pour la sortie d'un film événement. C'est le 51e film de Claude Lelouch qui arrive dans les salles dès aujourd'hui. Il est en salle depuis ce matin. Peut-être faites-vous partie des premiers spectateurs. On va en parler tout à l'heure puisque nous avons eu la chance de rencontrer deux des actrices de ce film. Elle incarne la femme de Cadmerade dans ce film. Finalement, elle s'appelle Elsa Zilberstein. Elle incarne non seulement la fille de Cadmerade, mais aussi une partie de la bande originale. C'est Barbara Pravi. Elsa Zilberstein, Barbara Pravi, c'est maintenant dans le club. Je sors du film ce matin, l'écoute de la BO cet après-midi intégrale, Cool. qui est absolument splendide. Elle est superbe, hein, ouais. Elle est incroyable. Et je peux vous dire que la chanson, elle reste plein de fois. Je me mets même encore. J'ai Laquelle vu le film 5 fois. Dans le film. Moi, toutes les chansons restent dans la tête. Finalement, elle reste. Non, 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 non. Enfin, la vie n'avait pas d'importance. Ouais, c'est ça. L'aventure, c'est toujours l'aventure, ça marche aussi. C'est vrai qu'elle est belle aussi. Elle marche très très bien aussi. Avant justement de parler de l'aspect musical qui est primordial dans le film, en quoi c'est particulier un tournage avec Claude Lelouch qui fait que quand on vous appelle et qu'on vous dit, bah, vous, je crois que c'est le 4e film que vous faites avec lui, on refuse pas. Ah bah non. On peut pas refuser. Non. Parce que. non, c'est parce que tu as envie déjà de battre tes propres records, comme il dit Claude, on va battre nos records. Tu as envie de l'étonner, tu as envie de chercher le miracle, tu as envie que. Je sais que je vais me dépasser en tant qu'actrice à certains endroits dans les figures imposées qu'il va me donner, dans les scènes qu'il va me donner. J'ai envie de m'étonner comme actrice, d'aller chercher des choses que j'ai pas encore été chercher. C'est toujours un challenge. De toute façon, même de faire un film avec lui, c'est toujours... c'est encore plus un challenge quand tu fais ton 4e film. Ouais. Parce que tu te dis, bon, ça, il connaît de moi. Ou, je sais pas, je me pose même pas ces questions-là. J'ai envie de toper des records en me disant, tiens, là, il m'emmène là. OK, je vais essayer d'y aller. Là, c'était un rôle assez difficile, un peu en creux comme ça, d'une femme un peu blessée, qui comprend pas ce qui lui arrive, avec un homme qui part. Voilà, c'est une femme dans une passivité qui doit accepter ce qu'on est en train de lui présenter de la vie. Donc non, c'est toujours passionnant. De toute façon, il dirige des acteurs comme personne et c'est toujours un cadeau. Et pour vous, Barbara, parce que vous faites des choix de carrière en tant que comédienne qui sont pour le coup aussi singuliers, entre George Sand, finalement, et puis le vinyle, rouge vinyle, je crois, Adieu vinyle, avec José Dayan. Comment, pareil, vous acceptez un rôle comme celui-ci, au-delà du fait que c'est Claude Lelouch? Oh bah là... En fait, moi, je savais pas vraiment ce que j'allais jouer. Moi, j'ai rencontré Claude, il m'a dit « J'ai un rôle pour toi dans mon prochain film ». Il m'a raconté un peu l'histoire qui a beaucoup bougé entre-temps. Et je lui ai dit « Ok, et il s'appelle comment mon personnage ?» Il fait « Bah, je sais pas, t'aimes qu'on t'appelle comment ?» Je dis « Bah, je sais pas, moi, je me reconnais quand on m'appelle Barbara. » Il me dit « Bon, bah voilà, c'est bon, tu t'appelles Barbara. » C'est-à-dire que c'est pour dire que, en fait, c'est de l'accessoire, tout ça pour lui. Moi, j'ai pas eu de scénario. Elsa, elle en a eu un. Michel, il avait des bouts. Cad, il avait un scénario aussi. En fait, Claude, c'est quelqu'un qui va chercher une vérité chez les gens à chaque fois. Et du coup, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et au même titre que quand on sort du film ou quand on l'a lu, j'imagine, je me suis posé la question, je me suis dit, si quelqu'un me demandait, raconte-moi de quoi parle finalement, c'est très compliqué de raconter les trajectoires des personnages. C'est une histoire, encore une fois, dans la vie de tous les jours, mais quelque chose de très particulier parce qu'il y a plein de croisements qui s'opèrent. C'est un homme qui va à la recherche de lui-même. C'est un homme qui part et qui va à la recherche de lui-même, de qui il est. Et tout le monde rêve de faire ça. Il y avait un monsieur qui avait écrit un livre à une époque, qui était un grand journaliste, je crois, patron de presse, qui est parti et Qui a tout quitté. Ouais. Et il y a beaucoup de gens dans Itinéraire d'un enfant gâté, le personnage de Belmondo, il y a déjà un peu de ça. Donc je dirais, c'est presque un hommage à ça, à comment on fait pour devenir soi-même. Et là, il pousse le trait très loin. Cad décide de partir et de laisser sa famille et de dire
je pars avec le peu d'argent que j'ai et sans... J'abandonne cet embourgeoisement possible que tout le monde a, cette envie de calme ou de confort. Et je vais vers l'autre, vers moi-même, vers les rencontres, vers ce qu'on peut jamais faire. Prendre le temps de retirer ses chaussures. Prendre le temps de retirer ses chaussures, exactement. Ouais. Et donc, voilà. Et surtout, là, c'est le portrait d'un avocat qui en peut plus d'endosser son rôle d'avocat, à savoir épouser la cause d'autres, comme un acteur qui endosse la cause, qui endosse les rôles sur ses épaules. Et presque, il dit, voilà, c'est trop pour moi, j'ai envie de revenir vers qui je suis. Donc, c'est le portrait d'un homme qui devient libre. Revenir à quelque chose de fondamental et de simple dans les rencontres qu'il fait avec tous ces personnages, que ce soit dans son voyage ou dans son voyage intérieur, parce que finalement, on ne sait jamais vraiment à quel moment on le chope, et c'est ça qui fait que l'histoire, elle est touchante, finalement. Ouais. C'est que chacun des personnages, on les prend à un moment de leur vie où ils sont en quête de quelque chose. Mais il aime bien Claude, il aime bien les errances et les road trips, je dirais, dans 1+1 avec Jean Dujardin. On est en Inde. Mon personnage, elle décide d'abandonner d'ailleurs cette vie bourgeoise avec Christophe Lambert et de partir, prendre le train pour aller voir Amma, d'être dans une quête spirituelle. Et Jean Dujardin, qui n'est pas du tout spirituel dans ce film, décide de me suivre pour aller vers sa spiritualité et il le trouve. Dans Un homme qui me plaît, Belmondo, Girardot aussi, c'est en Amérique. Il y a beaucoup d'idées de voyage, de gens qui vont dans l'itinéraire d'un enfant gâté aussi. Belmondo, voilà. C'est de la vie, en fait. Enfin, c'est-à-dire, en vrai, qui on est, comment on se transforme, parce qu'on se transforme tout le temps. C'est-à-dire que t'es quelqu'un aujourd'hui, et puis demain, tu seras quelqu'un d'autre, et puis au fur et à mesure du temps, tu te modèles, quoi. Donc, je comprends que ce soit obsédant, puisque c'est chaque fois différent. Il y a toujours eu dans les films de Claude Lelouch une place importante accordée à la musique, mais j'ai l'impression que là, c'est poussé à son paroxysme. Pour vous, j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de très cinématographique dans votre façon de chanter et d'incarner. La rencontre de ces deux univers-là, finalement, était vouée à se faire, vous diriez ? Je crois vachement pas au hasard, mais au destin, moi. Donc oui, j'ai envie de croire qu'il y a un monde où c'était écrit bien avant moi, qu'on finisse par se rencontrer avec Claude. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas illogique. C'est pas complètement, ça sort pas de nulle part, quoi. Et d'ailleurs, même, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, qu'il y a une espèce de truc humain qui s'est fabriqué avec lui, que lui, dont il est l'instigateur, quoi. C'est quelqu'un qui fabrique un micro-monde dans lequel il réunit les gens, il les réunit pour de vrai. C'est pas seulement pendant le film, ça dépasse complètement les limites du réalisateur et des comédiens, comédiennes, etc. Et du coup, moi, je fonctionne comme ça dans la vie. Mes relations, elles sont avec les gens dans ma tournée, on est amis, je fabrique vraiment ces espèces de petites familles-là, et du coup, il fait pareil. Donc, du coup, c'est pas si bizarre. En tout cas, sa personnalité, la mienne, c'est pas si bizarre. Et c'est vrai, quand on voit ce plan final... Et puis, alors, maintenant que je connais Elsa, que je connais Cad, que je connais Michel, je me dis, mais évidemment. Mais c'est vrai, quand on voit ce plan final où vous chantez avec Cad, finalement, on se dit qu'on a l'impression de vous avoir toujours vu dans les films de Claude Lelouch, tellement vous semblez être compatible avec cet univers-là. Et il y a quelque chose qui est assez singulier. On se dit pas que c'est... Ouais, je suis d'accord. Ouais. Bah, je suis ravie. Moi, c'était pas facile de me voir à l'écran. Purée. La première fois, ça fait un truc, c'est presque un peu désagréable, quoi. Ouais, il faut lâcher. Faut pas parce que, ouais, non, faut pas se regarder. Mais Claude Lelouch, c'est quelqu'un qui est assez fascinant parce que il fait un cinéma qui est à la fois très simple dans les sentiments qu'il convoque, et en même temps, c'est un des cinéastes qui est les plus clivants dans ce qu'il raconte et dans ce qu'il génère chez les gens. Comment vous expliquez ça, vous qui le connaissez ? Je sais pas. Honnêtement, quand je suis allée présenter 1+1 avec Jean Dujardin à Colcoa, à Los Angeles, j'avais amené Tarantino à la projection. Et il est devenu fou tellement il a aimé le film et tout. Après, il m'a dit, ouais, j'ai envie de fumer des pétards et d'écouter du Francis Lay. Il a écouté du Francis Lay toute la nuit. Il a adoré le film. Et il m'a dit, mais pourquoi c'est clivant des fois ? En fait, pareil, Oliver Stone, il y a 2 ans à Venise, il est fou d'1+1. En fait, je sais pas, il est reconnu par les grands cinéastes, par un nombre de gens incroyables. Clivant, je ne sais pas, peut-être qu'il parle de choses vraies, pures, avec une sorte de naïveté parfois enfantine. Et en même temps, je vais vous dire un truc fou, il a touché le cœur de tous les Français avec tous ses films. C'est-à-dire que moi aussi, quand j'étais petite, avec mes parents, on avait regardé les uns et les autres, Itinéraire, et un film qui a scandé ma vie. Édith et Marcel, c'est un film que j'adore. Je suis peut-être actrice parce que j'ai vu les uns et les autres aussi.
Donc en fait, toujours, tout le monde a un rendez-vous de vie avec les films de Claude Lelouch ou même La Belle Histoire. Il y avait un film qui sortait avec mes parents, on y allait. Il est venu à mon cours de théâtre faire une masterclass. Je trouve que c'est un homme qui parle simplement de grandes émotions et qui amène des émotions fortes au public. Alors, je sais pas, tout le monde a un souvenir émotionnel et fort Sur avec un les films film de en Claude particulier, Lelouch, ouais. avec un film en particulier. Je sais pas. Peut-être ce qui est clivant, c'est le fait qu'ils s'en foutent. Claude, il fait pas son cinéma pour les gens du cinéma. En fait, il fait son cinéma parce que c'est ce qu'il ressent, parce que c'est sa façon de s'exprimer, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui voit des choses chez les gens et qui... D'ailleurs, il se trouve que évidemment, il y a des actrices, des acteurs dans ses films, mais il y a aussi des gens de sa famille. Il peut trouver quelqu'un dans la rue et lui dire de venir tourner. Les gens qui jouent les apôtres, c'est des gens. C'est des gens. C'est pas. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un il n'a pas de... Il n'a aucune arrogance, en fait. Et tous ces films, ils sont faits avec tout ce qu'il est. Et en fait, à chaque fois, il met tout sur la table. Et à chaque fois, de nouveau. Et du coup, c'est très étonnant parce qu'il y a pas de... Ouais, il n'y a pas l'arrogance du cinéma dans le cinéma de Claude. Il y a la simplicité de la vie, en fait. Et je crois que c'est ce qui fait sa différence. C'est ce qui fait le clivage, ou en tout cas le fait qu'il y ait des gens qui puissent dire « Non, mais attends, c'est pas du cinéma », ou enfin, j'en sais rien, moi je regarde pas ce qui se dit, mais je veux dire, je comprends qu'il y ait des... Et en même temps, je suis désolée, qui d'autre que lui a eu des Oscars ? Je sais pas. Qui d'autre que lui est connu dans le monde entier? Je sais pas. Qui d'autre que lui a 87 ans et a 51 films à son actif? Je sais pas. Donc, il y a aussi ce truc de, à un moment donné, il faut arrêter de rigoler et ça peut ne pas plaire. Bien sûr. Évidemment que ça peut ne C'est pas ça. plaire et c'est ça qui est formidable. En revanche, je sais pas, mais C'est un homme libre, ça c'est sûr. tout ce qu'on peut dire. Et il est capable de convoquer et de mettre à un pied d'égalité les gens, comme vous disiez, des apôtres, qui sont pas des comédiens forcément, et de les mettre au même rang que les méga stars qui sont dans son film et qui sont tous là. Il y en a des dizaines dans chacun de ses films, et en même temps, à chaque fois, on oublie qu'on a affaire forcément à des méga stars pour se projeter sur les personnages. Et je pense que c'est ça aussi l'une de ses forces et de son talent. Mais c'est son côté félinien, moi je dis. Chez Fellini, tu regardes la Dolce Vita, je trouve qu'il y a des personnages mélangés, il y a un univers fou. Ce film-là, il est très cinématographiquement italien. Quand il rencontre les apôtres avec Judas, il y a l'humour italien. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Je disais Paolo Sorrentino tout à l'heure ou Fellini. Je retrouve vachement ça dans ce film-là. Avec une noirceur, avec un humour, une ironie très italienne. Mais il a son cinéma à lui. Il est le roi des scènes aussi... des duos. C'est un grand cinéaste, des scènes de rencontres entre deux personnages. Ouais. Dans chacun de ses films, il y a des scènes mythiques entre les personnages qu'il invente. Il arrive à créer les accidents et des moments magiques entre les personnages. Elle a raison, il a une science de la rencontre Ouais. qui est extraordinaire. Je veux dire, jusqu'au dernier moment dans ce film, à la fin, alors que Cad et François se sont déjà rencontrés, il y a cette scène de nouvelle rencontre dans le bar, là, qui est géniale. Ouais. On dirait une première fois, c'est beau, on dirait deux ados qui se sont jamais Exactement, vus. Franchement, pardon, Ouais, mais c'est vrai. c'est beau, quoi. Ouais. Sans les fioritures de la comédie romantique traditionnelle qu'on pourrait imaginer, il y a quelque chose d'assez épuré de tout. C'est tout le temps, Ouais. c'est tout le temps sur un fil entre l'écrit et le pas trop écrit et c'est tellement joli, c'est tellement vrai en fait. Et comment la musique vient s'imbriquer là-dedans? Parce que on parle d'une fable musicale pour décrire le film, c'est comme ça qu'elle est décrite même dans le générique. La musique, comment elle vient s'imbriquer là-dedans? Comment vous l'avez ressentie au moment du tournage? Parce qu'elle est tellement présente. Si je peux me permettre, la musique, avant que Barbara intervienne, sur 1+1 par exemple, Francis Lay avait fait la musique avant. Et on est allé en enregistrement avant. C'est la symphonie du hasard, un truc extraordinaire. Et on avait ça dans l'oreille avant de commencer le film. Et comme Jean est compositeur, je suis allée l'écouter enregistrer. C'était sublimissime. Un grand, grand souvenir de cinéma pour moi. Et je pense que Claude fait sa musique avant le film. Donc, Oui, à chaque fois il compose, il compose en fait, parce que là il a écrit. Il se trouve que là ce sont des chansons, donc avec des paroles, etc. Donc il a écrit avec Barbelivien. C'était fait avant. Donc moi, j'ai presque plus travaillé mon rôle par la musique. De toute façon, en vrai, je chante beaucoup et je parle peu. C'est exactement ça. Ouais. Mais je dis énormément de choses dans les chansons. Ok. Donc j'avais des indications, j'avais pas de scénario, mais j'avais des indications très fortes sur le film et sur ce que le film allait raconter et sur ce qu'était mon personnage au travers des mots des chansons.
Et on parlait des rencontres improbables qui me convoquent dans le film, mais c'est la rencontre quand même improbable entre Ibrahim Malouf d'un côté et Didier Barbelivien de l'autre. Oui. Ces deux univers qui, a priori, on aurait dit, ils sont pas faits pour se rencontrer. Et quand ils se rencontrent, ça donne quelque chose qui est quand même d'une puissance phénoménale dans ce qu'ils font, quoi. Ouais, c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'il n'y a pas de limite dans les envies de rencontrer les acteurs ensemble, les gens. Il n'y a pas de clivage chez Claude. C'est, tu te retrouves à faire une scène avec quelqu'un qui vient pas forcément de ton univers, mais c'est la richesse de la vie. En fait, c'est un mélange de talents et d'énergie, d'âmes différentes. Et c'est ça qui est beau. Le film, ça change quelque chose pour les personnages quand on les construit, cette filiation et ce lien, sans trop en dire, qu'il y a avec d'autres films passés de Claude Lelouch, ou est-ce que finalement, pour vous, au moment de le jouer, on se pose pas la question? On s'inscrit dans une grande fresque, Voilà. hein, du coup. Ouais. Ah oui. Non, quand on le fait, on Non, ne se pose on pas la pose question. pas. Après, effectivement, comment lui, il lit La Bonne Année avec ce film-là, c'est intéressant. Ou 1+1, c'était un cousin éloigné, même moins qu'éloigné, d'un homme qui me plaît, avec Jean Dujardin. On a été voir Claude en lui disant « on veut faire un homme qui me plaît ». C'était vraiment un clin d'œil à Belmondo Girardot dans Un homme qui me plaît. Donc il y a toujours des fils invisibles entre les films. Là, c'est pas invisible. Clairement, Cad est le fils de Lino Ventura et Françoise Fabian. Donc La Bonne Année, qui était le film préféré de Kubrick, hein, quand même. Donc non, il aime faire des liens avec tous ces films comme une grande œuvre où les films se répondraient les uns aux autres. Je trouve que les films de Claude Lelouch, c'est toujours aussi, pour les comédiens, l'apprentissage de l'humilité, parce que on sait que souvent, il y a 1 ou 2 rôles un peu marquants, un comédien marquant sur un film. Là, il y a quand même 15 personnes, acteurs, actrices, reconnus, très connus, médiatiques, enfin, tout ce qu'on veut. Et ça matche quand même. Il y a cette étincelle magique. Ils disent tous la même chose. On pose la question à Boujna. Il dit moi, je viens parce que Claude. Elsa, voilà, c'est son 4e film. Elle vient parce que Claude. Cad vient parce que Claude. Moi, je suis là parce que Claude. Je veux dire, tout ça, c'est Claude. Et en fait, je crois que presque on s'en fiche de la place qu'on a dans un film de Claude. Parce qu'on est heureux de participer au film de Claude. De faire partie d'un tout. Ouais, grave. Mais j'ai cru voir, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai cru voir à la fin du film une petite phrase qui apparaît « Bientôt, la suite de cette fable, ou vous verrez la suite de cette fable ». Je crois qu'il est en train d'écrire la V2. Il y aurait... Finalement, c'est pas terminé. Donc on n'en a pas fini avec ces personnages-là, possiblement. Et nous, on est au courant assez tard, en fait. Hein. Je pense que... On sait qu'il écrit, maintenant on verra. Voilà. Parce qu'il y a quand même cette phrase qui arrive, donc on est obligé de se poser la question, parce qu'on a envie de retourner avec vous, finalement, avec vous tous, avec tous ces personnages-là, et notamment le vôtre, que je trouve, vous le disiez tout à l'heure, il se passe beaucoup de choses pour elle, mais en même temps, beaucoup de choses qui passent par le regard. Toute l'émotion que vous avez, à la fois la déception, la colère ou la tristesse, fait passer par le regard. C'est comment à jouer, finalement, ça, tout le temps, parce c'est pas facile, hein. C'était pas évident. Comme il dit, c'est un rôle un peu en creux d'une femme déçue, qui a pas vu les choses venir. C'est assez subtil à jouer. En même temps, elle est actrice, mais on l'a pas trop vue, on l'a vu faire son métier. Il m'avait dit, le 2e volet sera peut-être le point de vue de la femme. Donc on verra. Mais oui, c'était pas facile à faire. D'être dans une déception comme ça, c'est intéressant à jouer. Je la trouve hyper humble, moi, cette femme. Ouais. Il y a un truc de... En fait, parce elle reste hyper digne dans sa tristesse, dans sa solitude. Et en même temps, elle part à la recherche. Elle donne tout ce qu'elle a pour retrouver cet homme qui, en fait, est volontairement parti. Et j'ai pas la sensation d'une femme qui veut rattraper quelque chose à tout prix et recoller quelque chose qui de toute façon ne fonctionne plus. J'ai l'impression d'une femme qui aime quelqu'un comme quand on aime quelqu'un, en fait, c'est pas on le laisse pas partir, c'est on le laisse partir, mais on veut pas le voir tomber trop bas. Et il y a tout ça dans son personnage à Elsa, et c'est hyper fort, c'est hyper... elle est très forte, cette femme. Pour finir, Barbara, je parlais tout à l'heure de côté très cinématographique qu'il y a dans la façon dont vous travaillez. Aujourd'hui, les deux, chanteuse et comédienne, où est-ce que tout ce que vous avez fait vous a amené finalement à être une grande et une véritable comédienne? Petite en tout cas, 1m59, ça c'est sûr. Non, moi je me sens vraiment chanteuse. Je me sens très, très interprète. Et du coup, non, je pourrais pas dire que je suis comédienne. J'ai tourné dans ce film-là, dans une série et dans un téléfilm. C'est pas...
Je veux dire, j'ai une actrice à côté de moi, donc je pourrais pas avoir la prétention de dire ça, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en fait, j'adore ce que ça vient chercher chez moi, de curieux. Je suis un peu comme une enfant quand je suis sur un plateau. Je suis hyper, j'ai l'impression d'avoir des grands yeux, et au contraire, je suis plutôt dans l'apprentissage de ce que je suis en train de voir. J'ai vachement regardé Elsa, j'ai vu comme elle se concentrait, j'ai vu ça. Elle avait des scènes hyper dures où elle devait se mettre à pleurer. On appuie sur le bouton et elle doit se mettre à pleurer. C'est super dur. Je l'ai vachement regardé faire, j'ai vachement regardé Cad, et je me suis plus sentie observatrice que ancrée dans un rôle de comédienne, mais parce qu'encore une fois, presque mon travail, il s'est fait avant moi, puisque j'ai chanté en studio et que j'ai dû chanter ce que j'avais déjà enregistré, en gros. Donc, je pense que je pourrais répondre à cette question si j'ai d'autres occasions de tourner d'autres choses. Dans ce film-là, moi, je me suis sentie vraiment dans une espèce de truc de gratitude d'être sur ce plateau avec ces gens-là et d'avoir la chance de les regarder et de mettre ma petite pièce dans la machine. Mais c'est une toute petite pièce que j'ai mise dans la machine, j'ai l'impression. Pas si vous avez l'occasion. Quand Quand j'aurai l'occasion. Merci beaucoup. Merci.